Bonsoir, messieurs et dames. Je suis très heureux de vous retrouver à cet autre JDS, journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. Nouveau référentiel de développement du Burkina Faso, les assises nationales. Première étape d'appropriation du contenu de cet outil s'est tenue cette semaine. Nous reviendrons sur les grands axes de ce référentiel avec Alain Cyril, le secrétaire permanent du PNDS, entendez Plan national de développement économique et social. Et puis 11 décembre, à Zignaré, le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, accompagné d'autres membres du gouvernement, a procédé hier samedi au lancement officiel des travaux entrant dans le cadre de cette célébration. Nous y reviendrons. Et enfin, sport, après le report de deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022 en septembre, le Burkina a 2 matchs amicaux, le 5 juin avec la Côte d'Ivoire et le 12 avec le Maroc. On parlera de ces préparatifs avec l'étalon en forme du moment, le défenseur du Bayern Leverkusen, Edmond Tapsoba. C'est le déroulé de ce rendez-vous, donc JDS, journal du dimanche au soir. La première rubrique, c'est celle économie. Et cette première rubrique va concerner ces assises nationales sur le référentiel national de développement qui doit guider l'action gouvernementale du deuxième mandat du président Roch Kaboré. Et cela s'est tenu, parlant de ces assises-là, les 25 et 26 mai dernier à Ouagadougou, donc cette semaine, sous la présidence du Premier ministre Christophe Dabiré. Le projet de référentiel propose de structurer l'action publique autour de 4 axes stratégiques. Le détail dans ce reportage. Après 48 heures de travaux, les participants ont passé en revue les grandes orientations du nouveau référentiel national de développement 2021-2025. 5 commissions mises en place pour les travaux avec à la clé des recommandations et des propositions en vue de consolider le contenu du référentiel. Les conclusions de ces assises nationales ont été adoptées par l'ensemble des participants. Le référentiel que vous avez passé en revue intègre désormais des changements qualitatifs profonds au profit de tous les Burkinabés. L'approche participative et inclusive prônée pour sa mise en œuvre va consolider la place des différents acteurs, secteur privé, partenaires au développement, société civile, collectivités territoriales et communautés dans le cadre de son exécution. Dans l'ensemble, positivement apprécier la qualité du projet de document du référentiel national de développement, notamment sa structuration, sa qualité analytique. Ces assises nationales sur le nouveau référentiel national de développement voulu inclusif ont permis de réunir toutes les sensibilités de la société burkinabé. Et cette étape des assises se veut une démarche d'appropriation du nouveau référentiel de développement par tous les acteurs, dira le ministre en charge de l'économie et des finances. Pour la suite, selon le ministre Lassane Kaboré, les propositions formulées par l'ensemble des participants seront prises en compte dans le nouveau référentiel de développement. Il s'agit entre autres des recommandations suivantes. Le recours à des modèles d'imposition innovants pour financer certains projets, la promotion de la coopération civilo-militaire dans le cadre de l'exécution de certains projets de développement et plus généralement l'application du principe de la subsidiarité pour la mise en œuvre de certaines actions. La prise des dispositions nécessaires pour faciliter l'appropriation du référentiel par les populations et enfin je note la relecture du texte régissant le fonds de développement minier, le fonds minier de développement local. Ce nouveau référentiel de développement du président Roch Christian Kaboré entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés et favoriser un processus de développement inclusif au Burkina Faso. Le coût de ce nouveau référentiel de développement est chiffré à plus de 19 000 milliards de francs CFA.
Ces assises nationales donc sur ce référentiel national de développement, qui on le sait et nous le disions à un moment donné, devrait guider l'action gouvernementale du deuxième mandat du président Roch Kaboré. Et pour mieux comprendre ce qu'il y a dans ce référentiel, les grands axes dont nous parlions tout à l'heure, eh bien nous avons un invité sur ce plateau et c'est Alain Siri, il est le secrétaire permanent du PNDS, entendez, Plan National de Développement Économique et Social. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Et je vous reçois avec David Nana, avec lequel j'occupe cette page économie. Bonsoir David. Bonsoir Geoffroy, c'est toujours un plaisir. Et on a un invité de bon calibre, on dira comme ça. Ouais. Et surtout sur ce sujet-là qui est très important. Quand on parle de ce référentiel, nous le disions quelquefois, c'est, on va dire en matière de construction, c'est ce qui tient, c'est ce qui est dur, c'est ce qui fait que le bâtiment en lui-même, on peut y avoir confiance. Donc c'est vraiment les grandes lignes. Aujourd'hui, on parle de ce nouveau référentiel, mais les Burkinabés ont connu un autre, c'est le PNDS. Quel bilan? Bien. Je peux dire que le bilan de la mise en œuvre du PNDS est satisfaisant, je dirais même très satisfaisant, surtout si on tient compte du contexte de mise en œuvre de ce référentiel qui a été jalonné, contexte qui a été jalonné par beaucoup donc d'imprévus, de péripéties, la crise sécuritaire particulièrement aiguë et une fronde sociale ourdie tout le long du parcours de la mise en œuvre de ce référentiel, mais également vers la fin de la mise en œuvre de ce référentiel, la pandémie du Covid-19 qui a fortement secoué l'économie mondiale. Donc, malgré tout, à la fin de la mise en œuvre du PNDS, les objectifs qui avaient été assignés, le taux d'atteinte des différents indicateurs a été assez satisfaisant, il était voisin de 74%, et du point de vue de la mobilisation du besoin donc de son financement, on était à un taux de mobilisation global de 82%, dont un taux de mobilisation du gap de financement donc de 90%. Donc sur la base de ces chiffres, on peut dire que la mise en œuvre du plan national de développement économique et social était satisfaisante. Je ne vais pas me limiter à ces grands chiffres macroéconomiques qui peuvent ne pas dire grand-chose à plusieurs personnes, mais voyez, quand vous regardez ce qui est fait en termes donc de routes bitumées, de routes renforcées, d'écoles construites, de forages construits, d'aménagements agricoles, ce qui est fait pour faciliter l'accès aux soins, on a un contenu exact et un peu plus concret de ce que je viens de dire tantôt, que la mise en œuvre a quand même s'est soldée par un résultat satisfaisant. D'accord. Ouais, un résultat, c'est un bilan déjà que par devoir de redevabilité publique, vous avez présenté, n'est-ce pas, à la population. On a vu cette tournée qui tente à présenter le bilan du PNDS. Est-ce qu'on a une adhésion de la population? Cette population partage-t-elle réellement ce bilan? Est-ce qu'elle est convaincue du programme du PNDS? D'abord, donnons à César ce qui lui appartient. Donc, effectivement, j'ai vu que vous avez fait allusion à la caravane de communication là sur les résultats du PNDS, que ma structure avait accompagné plutôt une organisation de la société civile. Le changement, c'est moi d'abord, à présenter les résultats donc du PNDS à travers l'ensemble des régions du Burkina. Donc, les chefs-lieux et dans chaque région, outre le chef-lieu, une commune rurale avait été choisie pour présenter. Du point de vue de la mobilisation des parrains qui étaient à chaque fois des fils et filles des régions, donc je peux dire qu'il y a eu une adhésion. Du point de vue également de la participation des populations à ces conférences régionales de présentation des bilans, on peut dire
aussi que c'était donc un succès. Les gens sont sortis rencontrer vraiment la caravane. Donc moi j'étais donc satisfait de cette caravane, et ce qui m'a beaucoup plus satisfait, c'est chaque fois que on présentait le plan, vous trouvez des gens donc dans l'auditoire qui vous disent oui mais bon vous avez oublié de présenter telle réalisation, bon ça a quand même eu lieu ici. Donc ça montre que la population connaissait voilà le plan. Voilà, donc je pense que je suis satisfait de cette caravane, de cette sortie pour montrer les réalisations. D'accord. Aujourd'hui, on est donc sur ce nouveau référentiel-là, mais je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait une étude qui avait été lancée, et elle a porté sur l'analyse des causes des conflits et de leur impact sur la mise en œuvre du PNDS. Qu'est-ce que cette étude-là a révélé? Bien. Cette étude elle a révélé beaucoup de choses, des choses intéressantes, mais on peut résumer par rapport aux conflits et à leurs causes. Elle a révélé que les conflits que connaissent le Burkina aujourd'hui sont complexes. Il y a plusieurs causes. En fait, il n'y a pas une seule cause, ce qui rend un peu difficile la thérapie de cette crise particulière. Donc, elle a identifié les causes liées à la gestion des ressources naturelles. Elle a identifié les causes des conflits liés à des problèmes de gouvernance, genre politique, les luttes de positionnement. Elle a identifié les conflits liés à la religion, donc des conflits liés aux communautés. Donc, du point de vue des conflits, donc, il y a une multiplicité de conflits et qui rend un peu complexe donc la gestion de la crise que le pays traverse de ce point de vue-là. Mais vous avez dit, l'étude avait aussi essayé d'évaluer l'incidence justement de la crise sécuritaire sur la performance enregistrée dans la mise en œuvre du PNDS. Et à ce titre-là, elle a pu mesurer que la crise sécuritaire en particulier avait énormément affecté la performance au niveau des secteurs sociaux dans certaines localités du pays. Donc il y a des régions qui ont enregistré un recul de quasiment 50% dans les fréquentations scolaires également. Il y a aussi des reculs en termes donc d'accès aux soins liés donc à l'insécurité, et l'étude en question a mesuré ces facteurs-là de manière précise. Voilà. Et on imagine que ça va être pris en compte dans le nouveau référentiel. Oui, non, bien sûr, c'est les causes des conflits, mais aussi les facteurs de résilience de notre système, de notre nation, ont également été analysés et sont pris en compte dans le nouveau référentiel. Peut-être qu'on abordera le point. Si vous le permettez, Geoffroy, moi, c'était de comprendre une chose. Le référentiel, il doit accompagner un programme présidentiel. Un programme présidentiel qui, du reste, déjà s'est mis en œuvre depuis il y a maintenant 6 mois. Et je pense qu'on est aux assises. Oui. Le référentiel n'est pas encore adopté, si je ne m'abuse. Mais pourquoi ça tarde ainsi? Je ne dirais pas que ça tarde, parce que c'est le process même d'élaboration de ces instruments. Vous voyez, la manière de l'élaborer importe également au même titre que le contenu technique. Si c'est le contenu technique, on a un projet de document, donc on va dire comme ça depuis le mois de mars, mais il faut qu'il parcourt le processus consultatif, il faut chercher l'adhésion. Donc en réalité, depuis février, le document a été analysé par les DG, les directeurs généraux des études et
des statistiques sectorielles, puis donc il a été retravaillé pour intégrer les amendements, puis en fin avril il a été soumis aux secrétaires généraux, on va dire comme ça, des ministères qui l'ont amendé, et puis dernièrement il a été soumis aux assises nationales, là où toutes les couches de la société, y compris même les partis politiques de la majorité présidentielle de l'opposition, ont participé. Donc c'est un processus assez long et actuellement il est en train d'être amendé par le Conseil économique et social, et il sera également amendé donc les jours venant par la Commission nationale de la planification avant d'être adopté, mais tout ça va être normalement bouclé avant la fin du mois de juin. Je voudrais aussi vous faire remarquer que les pays qui ont eu leurs élections présidentielles tout autour de nous, avant nous, n'ont pas encore adopté leur référentiel, et que donc on n'est pas si en retard. Du reste, ce n'est pas parce que le certificat de naissance de ton enfant n'est pas disponible que l'enfant ne vit pas. Il vit. Nous sommes tous pressés de voir le président en fait signer le décret d'adoption définitif de ce référentiel, mais il vit, étant donné que c'est l'émanation en fait du programme présidentiel, et donc il y a des initiatives phares qui ont déjà commencé à être exécutées, le chantier de la réconciliation et plusieurs autres chantiers. Oui. Mais justement, on l'a écouté, il y a 4 grands axes stratégiques. Est-ce que vous pouvez nous les donner de façon dans le détail pour qu'on puisse mieux les maîtriser? D'accord. Donc le premier axe, c'est consolider, s'intitule comme ça, consolider donc la résilience, la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Donc il répond bien sûr aux défis de l'insécurité, de la fragilité de notre système, de l'effritement de la cohésion nationale. Sociale, pardon. Et le deuxième axe, c'est l'approfondissement donc des réformes institutionnelles et la modernisation de l'administration. On va dire comme ça, c'est ce axe qui concentre l'ensemble des actions qui vont être faites dans le sens de l'amélioration des gouvernances, la gouvernance démocratique et politique, la gouvernance économique et financière, la gouvernance locale et la décentralisation. Le troisième axe, c'est la consolidation du développement du capital humain et la solidarité nationale. Donc c'est ce axe qui va concentrer les chantiers à accomplir pour l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur, la santé, l'accès à l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la protection sociale, le genre. Voilà. Donc voici. Et le dernier axe, c'est la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Donc c'est ce axe qui concentre les actions qui visent à transformer donc en profondeur l'économie pour permettre de générer une croissance forte qui soit résiliente et qui génère des emplois. Donc dans la consolidation de la paix, vous avez fait cas de ça, vous avez fait également cas de la sécurité, de l'éducation, et on parle d'innovation. On est curieux quand même de comprendre quelles sont ces innovations-là qui sont proposées dans ce référentiel-là. Il y a plusieurs innovations donc, qui sont proposées. Alors pour ce qui concerne bien sûr la paix, la sécurité, il y a des innovations en termes donc d'essayer de renforcer la collaboration entre les spécialistes de la sécurité, donc les forces de défense et de sécurité et les populations civiles, y compris également renforcer disons la prise en compte des dimensions sécuritaires dans la réalisation de certains grands projets. Voilà, parce que bon, dans le temps, quand on conçoit un projet, l'étude du projet considère que la situation sécuritaire est bonne, on n'a pas à s'inquiéter. Mais là, actuellement, c'est le plan, le nouveau référentiel propose donc que pour les projets d'un certain niveau, il faut évidemment prendre de pair
la dimension sécuritaire et les aspects techniques liés au projet. Voilà un peu certaines des innovations vont aussi dans le sens de l'amélioration du financement, donc de nouveaux instruments de financement climatique, financement vert à mobiliser. L'éducation surtout, parce qu'avec ce qu'on constate aujourd'hui, quelle est l'innovation qu'on pourrait ressentir tout de suite? En matière d'innovation, d'éducation, l'axe fort, c'est vraiment poursuivre et renforcer le basculement progressif vers plus d'enseignement technique et professionnel, et de manière à habiliter vraiment les jeunes burkinabés à pouvoir s'insérer correctement dans le rouage de l'économie, de la société. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est là où interviendra en fait les politiques sectorielles, les politiques des secteurs ministériels pour prendre cette grande orientation que dicte le plan, le nouveau référentiel, et pour l'opérationnaliser, donc en étant souverain sur la meilleure approche de mise en œuvre de cette grande orientation. Justement, lorsqu'on va parler du cas du Burkina, on parle de référentiel. Pour beaucoup de Burkinabés, les référentiels se succèdent, mais il y a des défis qui demeurent au Burkina. Je vais énumérer certains par exemple. C'est la prédominance par exemple de la pauvreté en milieu rural, la forte dépendance de l'agriculture à une pluviométrie affectée donc par les effets du changement climatique, et une faible capacité du secteur de l'énergie qui ne favorise pas une industrialisation. On espère que d'ici qu'on finisse l'émission d'ailleurs, ça ne va pas se couper le courant. Les défis sociaux liés par exemple à la démographie, la santé, l'éducation, l'enclavement physique du pays qui est renforcé aussi par la faiblesse des infrastructures de transport. Qu'est-ce que le nouveau référentiel peut apporter en termes de changement de façon concrète? Lorsqu'on sait que ce qu'on vient de citer, les référentiels se succèdent, mais ça demeure. Bon, effectivement, il y a des défis qui sont structurels, qui sont d'ampleur, tels que on ne peut pas venir à bout au cours d'un seul référentiel. Donc quand vous parlez par exemple du défi lié à l'énergie, donc au cours du référentiel passé, il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès puisque nous sommes passés d'une puissance installée de 325 mégawatts à aujourd'hui une puissance installée qui doit titiller les 500 mégawatts, mais au total même une puissance disponible de plus de 700 mégawatts. Et le nouveau référentiel propose de porter la puissance énergétique disponible à plus de 1500, à environ au moins 1500. Donc ça va répondre un peu à la préoccupation du manque de l'énergie, mais non seulement d'augmenter, mais de bien gérer donc le réseau de sorte à réduire les interruptions observées. Et donc il y a une cible qui est donnée en matière de réduction, notamment faire passer la durée de 86 heures à moins de 50 heures. Voilà. Donc il y a des orientations comme ça qui sont données dans le cadre du nouveau référentiel pour relever donc ces défis. On en a de ces orientations dans tous les secteurs. Donc on comprend que ce référentiel ne peut pas à lui seul tout régler, il faut au fil du temps donc que les choses se fassent. Dernière question, David Nana. Oui, je m'en voudrais de ne pas poser celle-là parce qu'aujourd'hui c'est une variable qu'il faut prendre en compte dans toutes les politiques de développement. C'est la crise sanitaire qu'a connue le monde entier, particulièrement le Burkina Faso. D'ailleurs, les économistes disent que cette crise a eu plus de conséquences sur l'économie même de l'Afrique que la maladie en elle-même. Mais alors justement, avec ce référentiel-là, qu'est-ce que le référentiel prévoit pour la relance économique du Burkina Faso dans un contexte sanitaire comme ce qu'on connaît actuellement? Plusieurs choses. D'abord, d'accélérer et d'achever le plan de relance face à la Covid-19. Et donc, comme vous le savez, ce plan de relance a déjà commencé à être mis en œuvre depuis le début de la pandémie en 2020. Et donc, il s'agit d'achever la mise en œuvre de ce plan qui est étalé jusqu'en 2023. Mais sur le fond aussi, le nouveau
nouveau référentiel recommande donc au ministère, donne cette orientation au ministère de la Santé, c'est un sous-objectif du plan, d'assurer la préparation donc du système sanitaire à traiter les pandémies et de ce genre et à rendre le système donc capable donc de riposter face à ce genre donc d'événements, de maladies. Et ce n'est pas que au niveau sanitaire qu'il faut préparer le pays. Il y a le nouveau plan recommande aussi la digitalisation, vous voyez, donc accrue des process, même au niveau de l'éducation. Donc ça peut aussi réduire les contacts physiques, ça prépare mieux l'économie, la nation à pouvoir gérer et s'adapter à ce genre de crise. Voilà un peu, il y a plusieurs actions dans différentes dimensions qui ont été identifiées pour traiter la question. Merci bien Alessiri. En 15 minutes, on ne peut pas faire le tour de la question parce que ce référentiel, quoi qu'on dise, c'est quand même développement national. Donc les compartiments sont très importants. On pourrait passer plus d'une heure qu'on n'en finira pas. Mais on espère pouvoir vous revoir pour nous intéresser de façon plus précise à quelques points. Et je pense que pédagogie pour pédagogie, cela pourra nous aider nous, mais aussi les téléspectateurs. Merci. Voilà, c'est toujours avec plaisir qu'on répond donc à vos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. On va poursuivre ce JDS et merci à vous aussi, David Nana. C'est moi qui vous dis merci. Donc je disais qu'on allait poursuivre ce JDS avec maintenant la partie politique. Politique donc, gestion de la cité, et donc des grands moments. Le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation accompagné d'autres ministres du gouvernement, dont le ministre des infrastructures et du désenclavement a procédé hier samedi au lancement officiel des travaux entrant dans le cadre du 11 décembre 2021, prévu, il faut le rappeler, pour se tenir à Zignaré. Il est prévu l'aménagement et le bitumage de voiries urbaines des linéaires de 60,44 km avec un réseau d'assainissement. Le détail avec Sanata Siré. C'est le top départ des travaux de réalisation des infrastructures du 11 décembre 2021 dans la région du plateau central. Comme de coutume, il est prévu entre autres dans le cadre de ces travaux l'aménagement et le bitumage de voiries, la réalisation d'une salle polyvalente, une place de la nation et la construction de logements sociaux et économiques. À l'exception des autres régions, la commémoration du 11 décembre dans la région du plateau central, marquant la fin des célébrations tournantes, connaît des innovations majeures. Cette édition va être l'édition du jamais vu. Déjà, quand on prend le volet infrastructure, c'est plus de 60 km de voies bitumées qui seront réalisées. Et cela coûtera la mobilisation de 15 milliards de francs CFA. La salle polyvalente à Zignaré sera une salle de 1000 places. Les autres n'étaient qu'à 500 places. Ce n'est pas du jamais vu. Et la place de la Nation va être aménagée avec une tribune couverte de 150 places, mais elle sera portée à 300 places. Là aussi, jamais vu. Et quant à la qualité des infrastructures qui seront réalisées dans la région, le ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, rassure. Vous avez beaucoup évoqué, vous avez raison de le faire, la question de la qualité, de la bonne qualité. Sur ce plan, je voudrais vous donner toutes les assurances. Tout ce qui sera fait ici le sera dans les règles de l'art. Il n'y a pas à craindre pour ça. Parce que nous allons y veiller et parce que nous-mêmes, nous vous avons aussi demandé d'y veiller, de suivre vous-même. Et je le préciserai après parce qu'il y a un comité qui s'est formé et qui pourra aussi suivre pour s'assurer de cette bonne qualité des travaux. Ce sont au total 200 logements sociaux qui seront réalisés à Zignaré et 50 à Zorgo. La gouverneure de la région a invité les populations à s'approprier l'organisation afin de donner à la région du plateau central un nouveau visage. C'est une invite à s'approprier les actions inscrites dans le cadre de l'organisation du 11 décembre au plateau central et à s'investir avec tout l'engagement requis et toute la rigueur qui s'impose afin de relever avec brio et ensemble tous
ensemble, tous ensemble, les défis liés à cette organisation de la fête nationale. Les jours, les semaines et les mois à venir seront très précieux. La pression sera donc sur nos épaules et des incompréhensions ne manqueront pas certainement. C'est pourquoi je recommande à l'ensemble des équipes la compréhension mutuelle. La livraison des infrastructures est prévue se faire dans un délai de 7 à 10 mois. Cette 61e fête de l'indépendance sera célébrée autour du thème « Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso ». Un thème qui interpelle les fils et filles du pays à l'union sacrée et à la cohésion. Politique toujours, le congrès extraordinaire du parent entendait parti pour la Renaissance nationale a connu son apothéose hier samedi à Ouagadougou. Le parti de Laurent Gbagbo veut rompre avec les anciennes pratiques afin, disent-ils, de refonder un Burkinabé nouveau sur le socle du développement endogène. C'est d'ailleurs la thématique qui a été retenue. Ce congrès a aussi permis au parti de mettre en place son nouveau bureau avec à sa tête Abdoul Karim Sango qui sera secondé par 3 vice-présidents et plusieurs secrétaires. Mami Triana Kamambou. Le professeur Laurent Gbagbo, fondateur du Parti pour la Renaissance nationale Parent, se retire définitivement de la scène politique. Après avoir annoncé sa retraite dans cette salle archi-comble, Laurent Gbagbo a félicité les militants de son parti. Il a par ailleurs encouragé le nouveau bureau installé à poursuivre la voie des idées. Je donne ma confiance au bureau actuel. Je lui souhaite bonne chance, bon courage, mais en demandant la rigueur. Donc, courage, vous aurez beaucoup de déceptions. Mais si franchement vous savez ce que vous recherchez, je crois que vous serez heureux. Abdoul Karim Sango, le tout nouveau président du Parent, a à son tour appelé les Burkinabés à s'aligner derrière les grandes idées. Car selon ce dernier, ce sont les idées qui changent les choses et qui les amènent au développement. Le nouveau président du Parent a aussi souligné que la prochaine mission de son parti est de vulgariser cette politique auprès de la jeunesse. Nous lançons l'appel à la constitution de grands regroupements de partis politiques autour des idées et valeurs communes partagées. Chers professeurs, chers fondateurs, je sais que vous vous êtes battus pour l'union, voire la fusion de partis politiques burkinabés. Hélas, vous avez été incompris sur le sujet. Je vous promets de poursuivre ce combat et de demander évidemment votre approbation s'il y a nécessité de fusionner avec des partis politiques. Refonder le Burkinabé nouveau sur le socle du développement endogène est le thème qui a été retenu et qui a nourri les réflexions pendant ces 2 jours de congrès. À travers ce thème, Abdoul Karim Sango invite ses militants à travailler et à devenir des acteurs conscients de leur propre histoire. Le développement est un processus historique de perpétuel devenir. Il est forcément un processus qui se veut endogène, c'est-à-dire qui amène la communauté à tirer d'elle-même les éléments pour leur propre transformation sociale qualitative. C'est en ce sens que veut le professeur Joseph Kizerbo compare le développement endogène à l'arbre enraciné qui puise dans les profondeurs de la culture sous-jacente, mais cet arbre est ouvert aussi vers des échanges multiformes. Tout processus de développement endogène est authentique et donc dynamique, car s'inspirant des mémoires collectives des peuples pour penser et fonder le présent, mais aussi et surtout entreprendre le futur. Et comme le disait Joseph Kizerbo, le développement, c'est le passage de soi à soi-même à un niveau supérieur. Le Parti pour la Renaissance nationale appelle d'autres partis politiques à mettre l'accent sur l'éducation de leurs militants et sympathisants. Dans ce sens, le Parent a annoncé un atelier au mois d'août prochain. Cette rencontre sera une occasion pour le parti d'expliquer davantage l'actionnariat populaire comme alternative à l'endettement massif des États africains. À présent, la partie culture de ce JDS.
Et dans cette partie culture, nous allons nous intéresser à un lancement, celui d'un festival bien connu dans Ouagadougou. Il s'agit du Jazz à Ouaga. Donc, tous les mordus de ce mot de musique qui se sont retrouvés dans la capitale pour ce 10e festival. Et le reportage nous fait donc le point de ce lancement. C'est à travers ces notes musicales que s'est ouvert officiellement la 29e édition du festival Jazz à Ouaga. Durant une semaine, les amoureux de la musique vivent au rythme et aux sonorités de musiciens d'ici et d'ailleurs. Le thème retenu pour cette édition est Jazz, paix et cohésion sociale. Pour Abdoulaye Diallo, promoteur du festival, ce genre d'événement vient apporter un peu de moralité dans un contexte marqué par la crise sécuritaire et sanitaire. Pour cette édition du Jazz à Ouaga, plusieurs innovations ont été apportées. Et cette année, le niveau de programmation est même élevé. Donc ça déjà, c'est quelque chose de fort à signaler. On a des grands noms qui sont programmés à Jazz à Ouaga 2021. La particularité aussi, on a introduit une innovation, c'est les hymnes au village du festival dans la cour du FESPACO. Du 1er au 3 juin, tous les concerts se déroulent dans la cour du FESPACO. Donc à partir de 20h30, donc c'est des hymnes. Les hymnes et off se tiennent dans le même endroit. Donc ça c'est une innovation parce qu'on ne l'avait pas encore fait. C'est une des premières fois qu'on fait ça. Donc rendez-vous vraiment 1er au 3 juin dans la cour du FESPACO pour voir une grande scène avec des concerts vraiment grandioses et des artistes de renom. Plus de 29 groupes d'artistes, dont 11 venus de l'extérieur, sont sur scène du 28 au 5 juin prochain. Donc du Mali, Habib Koïté, du Niger, Bombino, de la Côte d'Ivoire, Mike Abbé, du Togo, Afia Mala, du Bénin, Djababa et John Akadus, de la Suisse, Florence Chikatumbi et de la France, Dobé Niaouré. Voilà donc la programmation et aussi de l'Espagne parce que le groupe Komazi est constitué de Burkinabés et d'Espagnols. Et maintenant le reste c'est des Burkinabés, dont Bila Kakora, Volta Jazz qu'on allait réveiller à Bobo Dioulasso. Et donc on veut venir montrer, vous savez que c'est un orchestre qui a marqué les années 60 et 70. Donc on veut faire ce retour aux sources avec Volta Jazz. Voilà à peu près Achille Ouattara, qui est aujourd'hui une étoile montante du jazz au Burkina Faso, Ramana Ngoni, qui nous vient de Bobo Dioulasso, le Koundé Blues, Dico Fils, voilà autant d'artistes qui sont programmés pour cette 29e édition. Créée en 1992 par quelques amoureux du jazz, l'association Jazz à Ouaga a pour but d'accroître la culture du jazz. Cette musique née de l'exil noir est aujourd'hui universelle à travers la formation et l'organisation chaque année du festival Jazz à Ouaga. Pour l'édition 2021, une dizaine de pays d'Afrique et d'Europe prend part à ce festival. Ouagadougou, capitale du jazz, jusqu'au 5 juin prochain. Donc, rendez-vous est pris. Ceci dit, on passe à la dernière page de ce JDS, journal du dimanche au soir, et c'est la page sport. Et dans cette page sport, je suis avec Claude Romba, journaliste sportif. Bonsoir Claude et merci d'être là. Très content d'être là également Geoffroy. Bonsoir à toi, bonsoir aux téléspectateurs de True TV. Plaisir partagé. On vous a pas eu la semaine passée. J'allais vous demander quel était votre pronostic pour cette finale de Ligue des Champions. Est-ce que vous misiez vraiment pour Chelsea? À ce stade de la compétition, c'était un peu du 50-50, même si, je dirais 50-50, puisque on sait également que lors donc, des confrontations entre ces deux équipes en Premier League, c'est Chelsea qui partait favori. Mais on se dit que c'est une finale, c'est quand même Manchester City avec Pep Guardiola qui a quand même une constellation de vedettes. Donc on se disait que à 50-50, il pouvait essayer de jouer quelque chose. Mais c'est une finale qui a tenu toutes ses promesses. Et puis au finish, celle-ci n'a pas volé cette fois-ci sa victoire.
victoire, c'est une victoire méritée, elle l'a eu au caractère, et puis bon voilà, c'est le football qui a triomphé. Vous avez dit un grand nom, Pep, et on le connaît, quand on parle de la coupe aux grandes oreilles, c'est quelqu'un qui très souvent, d'abord s'il ne la tient pas, il effleure. C'est vrai qu'il a pris cette coupe avec le Barça, maintenant c'est difficile, c'était quand même un objectif majeur pour Manchester City de remporter évidemment cette Ligue des Champions. Maintenant, il a essayé, il n'a pas pu, mais il reste quand même un grand entraîneur. Il aura été quand même celui qui, je ne dirais pas qu'il n'a pas révolutionné le football, certes, mais il a apporté sa touche également. Et puis on sait que c'est quelqu'un qui reste fidèle à ses principes. On l'a vu déjà lors de cette finale où il a commencé sans attaquant, après rester fidèle à sa philosophie. Et puis bon, il meurt avec, comme on dit, avec ses armes, avec sa philosophie. Maintenant, ça n'a pas marché. Mais il ne faut pas aussi jeter l'eau du bain avec le bébé. Il faut repartir sur de bonnes bases. Et puis bon, travailler. Peut-être que la saison prochaine, ça passera. Mais c'est dommage quand même pour cette équipe. C'est dommage, par exemple, pour Kun Aguero qui faisait ça avec cette équipe. Et puis bon, pour moi, évidemment, ça aurait pu être la consécration d'un joueur qu'on appelle Kevin De Bruyne, qui quand même depuis quelques temps est en train donc d'éclabousser la sphère footballistique. Maintenant, ça n'a pas été le cas. Mais également aussi, ça a été quand même la consécration de quelqu'un que moi j'appelle N'Golo Kanté, qui véritablement a été l'homme de cette finale. Il a été élu homme du match et évidemment, il méritait, ne serait-ce que pour N'Golo Kanté, cette coupe, et également aussi pour Tourelle, qui était quand même celui qu'on appelait le revanchard de cette finale. On sait comment il a été débarqué de Paris. L'année passée, il était en finale avec le PSG, il n'a pas remporté, il était débarqué. Et là, il arrive du côté de Chelsea, il reprend l'équipe, il essaie de remettre tout en marche, et ça marche évidemment pour lui. Et il se retrouve en finale de la Ligue des Champions. Il remporte, c'est vraiment une véritable histoire pour je dirais, Tourelle, qui prend une revanche ici sur le Paris Saint-Germain. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas eu un acte quand même majeur qui a changé les choses dans ce match-là? La sortie de De Bruyne, vous le disiez tout à l'heure, cette fausse qui était quand même assez forte. Mais ça fait partie du football. Qui n'a mérité qu'un carton jaune. Pour beaucoup, quand on regarde après, on s'est dit, bon, avec le tuméfié et tout, bon, ça aurait mérité un bon rouge et ça allait changer beaucoup de choses dans ce match-là. C'est ça aussi le football. Je pense qu'il a joué un peu de balisme, même si c'est un acte d'anti-jeu qu'il faut condamner. C'est vrai qu'avec peut-être Kevin De Bruyne, ça aurait pu changer aussi la physionomie du match, parce que quand même c'était l'élément clé de cette équipe de Manchester City. Mais qu'est-ce que vous voulez? On a vu également cette finale entre le Real Madrid et bien entendu Liverpool, avec cette blessure de Mohamed Salah occasionnée par Sergio Ramos. On peut dire que c'est la même chose qui se reproduit. C'est l'élément majeur, c'est le joueur en tout cas important de cette équipe qui a été donc neutralisé, je dirais, par un acte d'anti-jeu pour moi évidemment et pour tout le monde aussi, parce qu'on l'a vu, il ne pouvait plus jouer. C'est vrai qu'on a mis en place le protocole commotion avec le remplacement direct et qui ne comptait pas dans les remplacements certes, mais qui pour moi évidemment aurait été quand même un fait de jeu qui aura permis donc de je ne sais pas si ça a changé le cours du match, mais je pense que ça a été un élément quand même important dans ce match. Vous parliez de Pep et la déception qu'on a, c'est vrai, et de son type de football. Vous pensez qu'on est en train d'avoir un genre de remake de quelqu'un comme comment dire, voilà, qui avait une façon de voir le football, de le concevoir, et qui aujourd'hui n'est pas forcément la bonne recette. Non, pas que ce n'est pas la bonne recette. Je pense qu'il est dans un football. La recette qui a fait son temps. Je ne sais pas si ça fait son temps, mais je pense qu'il est dans un football où, bon, il a cette philosophie du football qui est d'abord le spectacle, qui est d'abord donc fait du jeu, qui est d'abord posséder le ballon, qui est Mourinho aussi, qui a fait son temps. Voilà, était quelqu'un qui veut bloquer, qui veut casser un peu le jeu, très tactique. On a vu Pep qui est véritablement engagé dans un football total. C'est un pur produit du FC Barcelone. C'est quelqu'un qui a été formé à la Masia, qui a quand même, ou du moins en tout cas la philosophie de Johan Cruyff, qui est un adepte du football total, qui voilà, il veut aussi apporter sa touche. Maintenant, pour cette fois-ci, ça n'a pas marché, mais bon, je pense que c'est comme ça. Et puis nos Africains qui ont toujours brillé. Et vous avez parlé tout à l'heure de N'Golo Kanté. C'est des noms qui, à chaque fois quand on regarde, nous montrent que notre football est en train de gagner en coffre, notre football africain. Tout à fait. Je pense que c'est un peu ça aussi. C'est tout ce qui fait le charme du football, et je pense que les joueurs africains également comptent, et ils ne cessent de le montrer. Claude Rumba,
On avait, et on l'annonçait en titre, un invité pour ce JDS, journal du dimanche au soir. Je vais proposer déjà un élément à suivre et nous allons revenir sur ce plateau-là. Et c'est maintenant. Edmond Tapsoba, un nom qui sur la planète foot met tout le monde d'accord. Aujourd'hui, au poste de défenseur central au Bayern Leverkusen, le natif de Ouagadougou commence sa carrière avec l'équipe de Salitas, son club formateur. Alors qu'il jouait encore dans le championnat burkinabé, Tapsoba débute avec la sélection nationale à l'âge de 17 ans lors d'un match amical. Le joueur né en 1999 s'impose tout de suite. Edmond Tapsoba a connu une trajectoire sinueuse, mais sa faculté d'adaptation lui a permis de briller rapidement à chaque palier. Arrivé en Europe en 2017, le droitier a été longtemps limité à des apparitions dans les divisions inférieures portugaises. L'international burkinabé n'a pu faire ses débuts en Liga NOS avec le Victoria Gumarias qu'en août 2019, un cap qu'il a passé avec facilité. Très vite devenu titulaire, il s'est illustré autant au championnat qu'en Liga Europa. Un bon moyen de taper dans l'œil des recruteurs français. Strasbourg, Lille, Metz et Dijon ont été intéressés. Les clubs étrangers et notamment anglais se sont aussi mis sur les rangs en vain. Leverkusen a raflé la mise. Le 31 janvier 2020, il rejoint le club allemand pour un contrat de 5 ans. En quelques mois, il a réussi à faire l'unanimité. Doué techniquement, costaud physiquement, intraitable défensivement et dangereux offensivement, le joueur formé à Salitas s'avère très complet. Sa lecture du jeu et son sens du placement lui permettent de mettre les meilleurs attaquants d'Europe en échec. Edmond Tapsoba est aussi précieux pour le Bayern qu'il l'est pour la sélection nationale. Il ne cache d'ailleurs pas son rêve, une Coupe d'Afrique avec ses coéquipiers. Celui à qui rien ne résiste est l'invité du JDS. Et donc, comme invité, évidemment, il est sur ce plateau avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Comment on va? On le reçoit donc ensemble. Moi, j'ai envie de dire, et je le disais tout à l'heure lorsqu'on regardait l'élément, on dirait l'ascension fulgurante, ça arrive en peu de temps. Tout change en peu de temps. Ouais, je peux dire oui parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est un truc auquel je ne m'attendais pas vraiment et j'essaie de garder la tête sur les épaules et continuer à travailler et prendre les trucs comme ils sont venus et voilà quoi. Vous avez, on l'a dit déjà, on va peut-être revenir sur cette ascension fulgurante. Vous n'avez pas joué la D1 ici. Et là, vous vous êtes propulsé au niveau, donc, au devant de la scène. Maintenant, si on vous dit de vous regarder, de jeter un regard sur le Face-au-Foot, qui, vous êtes un produit de Salitas. Salitas aujourd'hui qui est en train de se battre n'a jamais été champion, est en train de se battre. Comment vous, c'est vrai sans avoir joué, comment vous analysez un peu le Face-au-Foot? Je peux dire qu'actuellement, le Face-au-Foot est un très bon niveau et comparé aux saisons précédentes, je peux dire qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de talents parce que là, quand je jouais en D2, il y avait beaucoup de, je peux dire, de vieux, mais là maintenant, toutes les équipes ont renouvelé les équipes, il y a beaucoup de jeunes talents et je pense que parmi ces talents, il y a d'autres qui aussi vont faire ce que je suis en train de faire actuellement. Est-ce que ça vous avez dit par exemple que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de talents, qu'est-ce qui manque? Parce que là, vous avez sauté carrément, je dirais, toute une passerelle qui est quand même la première division. Et il n'y a pas que vous, il y a certains joueurs burkinabés qui non seulement sortent donc de la première division ici et qui vont rapidement s'imposer. Ça veut dire que le Burkina, ça devient également aussi le centre du football. Ouais, je peux dire ça parce que le plus important c'est la formation. Je peux dire que j'ai reçu une bonne formation à Salitas et quand tu reçois ce genre de formation arrivé en Europe, je peux dire que honnêtement, ils ne sont pas plus forts que nous, ceux qui sont en Europe, mais c'est la chance d'arriver là-bas. Et aussi, j'ai eu à recevoir beaucoup de bons conseils de Maïga Boulema et aussi de beaucoup de mes grands frères comme Dayo, Charles Kaboré. Pour vous, l'encadrement, en fait, ça veut dire qu'il faut un bon environnement. Oui, je peux dire ça. C'est ça qui fait la différence. Oui, je peux dire ça. Sinon, ils ne sont pas forcément meilleurs, mais mentalement aussi, ça doit jouer. Mentalement, ça doit jouer. Si tu n'es pas prêt mentalement aussi, c'est un problème. Mais je peux dire que ici, si tu joues le face-au-foot ici, arriver là-bas, tu dois avoir un mental de fer. D'accord. Mais selon vous, on avait beaucoup de Burkinabés qui n'arrivent pas forcément à s'imposer. Avant vous, en tout cas, il y avait un certain nombre de joueurs dont on disait beaucoup de bien, plein de champions passés par là. Et puis bon, finalement, au finish, le produit n'a pas, ou du moins la fleur, comme on dit, n'a pas tenu la promesse des fleurs. Oui, je peux dire ça. Et aussi, il y a la chance aussi qui est là de tomber sur quelqu'un qui vous fait confiance. Parce que quand je suis arrivé d'abord à Guimarães, le coach il m'a donné toute sa confiance.
Et quand tu reçois la confiance du coach, tu peux accomplir des miracles. Et aussi, quand je suis arrivé à Leverkusen aussi, c'est ça. D'accord, on va regarder rapidement vos statistiques. Comme on le dit, du côté donc de la Bundesliga, vous êtes 11, vous avez été, je dirais, 31 matchs joués, dont 29 titularisations pour une moyenne de 86 minutes de temps de jeu. Et plusieurs fois, on vous a donc pris dans l'équipe type, donc non seulement de la Bundesliga, mais également aussi en Europe. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait vraiment plaisir. Et de mon côté, ça me fait plaisir aussi. Ça fait plaisir de voir de soulever le nom du pays. Parce que je peux dire qu'en Allemagne, on connaissait le Burkina depuis 3 fois et ceux qui ont joué là. Et j'essaie aussi de marcher sur leurs pas. Et donc aujourd'hui, grâce à vous, on peut donc identifier le Burkina Faso sur une carte. Je peux dire ça. Et comment ça se passe en Allemagne avec l'intégration, la langue et tout? Je peux dire que ça va. Parce qu'à moins d'une année, vous passez direct. Vous étiez au Portugal, où on parle le portugais. Et là, vous revenez en Allemagne où on parle l'allemand. La langue est un peu compliquée, mais vu comment que vous faites? Je parle bien l'anglais, donc tous mes coéquipiers parlent l'anglais, le coach aussi que j'ai eu à voir, il y a le coach Peter Bosch, il parlait français aussi, et le dernier coach que j'ai eu récemment, il y a un coach qui parlait portugais, donc c'était plus facile pour moi. Moi je me dis, c'est vrai que la langue et tout, ça peut être des barrières, mais on sait, le football d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a autour, on vous met dans des conditions, ça vient très vite. Mais il y a ce fighting spirit là qu'il faut avoir. Vous arrivez, c'est des grands noms que vous côtoyez, c'est des gens qui tiennent à leur siège, et pour pouvoir être titulaire, il faut bien faire asseoir des gens que vous avez regardés et que vous avez tous admirés. Et quand on entend certains, parce que je parcourais un peu les articles, et lorsqu'on parle de vous, on parle de ce gaillard-là, qui est physique, mais a une claire lecture du jeu telle que tout le monde est sidéré. Vous vous dites au départ c'est possible, ou bien c'est au fil du temps vous dites la place elle est prenable. Mais vous venez avec cet esprit de guerrier. Pour être honnête, quand je suis arrivé nouvellement, moi je m'attendais à être peut-être sur le banc pendant quelques matchs et après essayer de travailler. Mais quand je suis arrivé net, j'ai vu l'entraînement qu'ils faisaient et c'est un peu similaire à ce qu'on fait à Salitas. Donc je me suis dit que pourquoi pas. Donc j'ai tout donné à l'entraînement et j'ai choisi ma chance. Évidemment, on a vu l'élément qui est terminé. On va peut-être parler des étalons maintenant. L'élément qui se termine avec également votre objectif, c'est de remporter une Coupe d'Afrique avec les étalons. Vous y croyez? Moi, j'y crois vraiment parce qu'actuellement, on a une bonne équipe mélangée de, je peux dire, jeunes joueurs et d'anciens aussi. Et la cohésion est là, on s'entend bien. Les grands frères nous donnent beaucoup de conseils, que ce soit dans nos clubs ou ici. On essaie de suivre ce qu'ils disent et je pense que c'est possible. Et quelle est la force justement de nos étalons aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la force de cet état? Je peux dire que la force c'est l'esprit de groupe. On a un très bon esprit de groupe, on s'entend très très bien et quand une équipe est comme ça, tout est possible. Voilà, vous avez 15 sélections, 11 fois titulaires, vous arrivez dans cette équipe où on dit c'est une transition, on est dans une situation où vous avez connu un peu, même si on vous considère comme aujourd'hui les nouveaux venus, est-ce que vous croyez qu'on est dans une période véritable de transition où on doit vous laisser le temps, ou en tout cas cette équipe-là, de pouvoir se construire? Je peux dire que cette question, je peux dire que on peut prendre part des deux côtés, parce que nous aussi on a besoin des grands frères pour continuer à nous intégrer. Je peux pas dire qu'on est totalement prêt pour ça. Mais la génération qui vient, c'est une génération vraiment où il y a beaucoup de talent. Le truc qui est là, c'est qu'on donne de notre chance d'essayer de faire ce qu'on a à faire et aussi avec l'aide des grands frères aussi. D'accord, on va parler de ce match amical contre la Côte d'Ivoire. Quand on jette un coup d'œil sur les statistiques, ça fait 10 ans que les deux équipes ne se sont pas croisées. Et le dernier match remonte donc à la CAN 2012, le 26 janvier, face à la Côte d'Ivoire, où le Burkina a perdu 2-0. Également aussi, il faut aussi dire qu'en match amical, on a été défait en 99 par cette équipe de la Côte d'Ivoire. La dernière victoire des étalons en amical face à la Côte d'Ivoire remonte au 27 décembre 1997 avec Zico et bien entendu Abdoulaye Traoré, Ben Badi qui ont marqué pour le Burkina Faso, Ben Badi du Burkina bien entendu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ce match-là est un match particulier, même si c'est un match de préparation? Je peux dire que c'est un match particulier parce que je peux dire que la rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina concernant le football, et aussi je peux dire qu'eux aussi ils sont en période de transition parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont là, ils veulent montrer ce qu'ils ont à faire, et nous de notre côté on prend le matériel au sérieux parce que je peux dire que c'est un match amical qui va tout déterminer si on est prêt pour les préparations, la qualification de la Coupe du Monde ou pas. Est-ce que la Coupe du Monde, on peut y croire? Ouais, je peux dire qu'on peut y croire. Tout va dépendre du match de la Côte d'Ivoire.
Parce qu'on a quand même une poule où on a l'Algérie. C'est vrai qu'on a Djibouti et choses qu'on donne des petits poussés. Ça devrait se jouer entre le Burkina Faso et l'Algérie. Vous pensez que c'est possible, vu qu'on a déjà joué contre l'Algérie ici. Je pense que c'était la Coupe du Monde passée. Coupe du Monde passée, oui. Et ils nous ont éliminés d'ailleurs. On tenait quand même fil de la Coupe du Monde. Je peux dire que cette année, tout est possible. Tout est possible. On va rappeler que les statistiques nous ont été données par Salif de Castel, qui en tout cas essaie de ramasser les statistiques. C'est le monsieur Stat de notre football. Les statistiques, ça compte pour vous? Ouais, beaucoup. Vous pensez que les statistiques, ça compte? Ça compte, mais tout va se passer sur le terrain. Tout se passe sur le terrain. Je vous prends une anecdote qui s'est passée tout récemment. C'est-à-dire hier, donc lors du championnat national, les deux équipes, c'est-à-dire l'Union sportive de Ouagadougou et l'Union sportive des forces armées qui étaient aux prises dans cette 31e journée, l'USO qui joue pour le maintien et qui n'est pas sorti avec besoin de points, l'USFA également aussi qui joue pour le titre avait forcément besoin de gagner. Et vous savez ce que les deux équipes ont fait? Elles ont joué à 10. Parce que tout simplement, on ne veut pas laisser l'autre monter parce que c'est une question de WAC. Est-ce que ça vous... On a joué à 10 pendant 90 minutes, je vous le dis. Wow. Enfin, est-ce que c'est possible ça? Non, je ne crois pas. Parce que vous prenez l'USFA qui joue le titre et qui se permet de mettre un joueur comme Abdraman Sidi, qui est l'un de ses meilleurs milieux de terrain, sur la touche, parce que un joueur de l'USO n'y rentre pas, donc on ne rentre pas. Conséquence, on joue tout le match à 10. Moi, je pense que ça, c'est l'arbitre qui devait décider, puisque le match ne peut pas se jouer à 10. Il n'y a pas eu de carton rouge ou pas. Non, on vous dit que le règlement dit ça à 7, on ne peut pas jouer. Après, au moins de 7, on ne joue pas. Mais on demande l'arbitre de compter le nombre de joueurs ou pas? Oui, il a compté, mais s'il ne rentre pas, on fait comment? On faut jouer. Ça rate les objectifs. Vous le WAC? Non. Chez les étalons, il n'y en a pas. on a entendu parler de commission WAC et tout ça, donc ah oui. Je peux dire que ça existe, mais jusqu'à jouer à 10, c'est vraiment... C'est quand même fort. Ouais. Et moi, j'ai pratiquement au terme de notre JDS, journal dimanche soir, quand on entend votre nom aujourd'hui, c'est que des grands clubs qui vous courtisent. On entend souvent, vous dites, vous êtes à l'aise là où vous êtes, à Bayern et tout. Mais ça, c'est ce que les joueurs disent tant qu'ils n'ont pas. On dit Barcelone. Voilà, on entend parler de Barça quand même, Arsenal et tout. Vous ne l'auriez pas de l'autre côté? Je peux dire qu'actuellement, je suis concentré sur le Bayern, les cousins. Et après, on verra ce que ça va donner. D'accord. Ouais. On ne peut que te souhaiter le bonheur et tout le meilleur pour la suite. Et surtout pour nos étalons, parce qu'on l'a dit. Quel pourrait être votre rêve le plus fou? Par exemple, marquer une finale de la CAN à la 90e minute, pourquoi pas? Ouais, je vais dire ça. C'est pour ça que la conclusion c'était bien ça. Vous voulez une canne, vous voulez une canne, vous voulez une canne. Et comme rien ne vous résiste, on espère qu'on aura ça avec tous nos étalons et avec vos coéquipiers. Merci bien, Claude Ramba, d'être passé sur ce plateau de JDS que j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter. Merci à vous aussi, Edmond Aspora, d'être venu sur ce plateau. C'est fini pour ce numéro du JDS, journal du dimanche au soir. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien.